C'est la fin, les gars. C'est la fin. La fin d'une ère. Rusty, je te laisse enchaîner parce que moi, c'est difficile. C'est les émotions. Ben oui, en fait, c'est la fin de l'ère Conor McGregor. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, c'est plein de trucs. N'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, là, pendant ce podcast-là, ça va être un peu un agglomérat de pas mal de choses qui se passent dans le monde du MMA et le monde du sport, parce qu'on va le voir, il va y avoir pas mal de parallèles, notamment avec... Alors, mais là, tu vas me dire si t'es d'accord, parce que depuis hier, on en parle, là, tous les deux, avec toi, là, je sais pas où t'es, là, à l'écran, et j'ai pas eu de « oui, je suis d'accord », quand je comparais ça, du coup, parce que la vidéo que j'avais vue sur la NBA, où ça a l'air d'être un peu la même chose, et donc, il y a un parallèle à avoir sur le sport devient beaucoup plus aseptisé. Il y a eu le plus gros bond en avant de l'histoire du MMA, disons après le 93 et Royce Gracie. Depuis qu'on est dans le MMA de l'ère moderne, il y a eu ce bond en avant monstrueux grâce à Conor, mais monstrueux sous toutes les statistiques possibles qu'on puisse prendre pour le mesurer. Et depuis que l'ère Conor McGregor a l'air de s'être complètement terminée, et ben bizarrement, c'est concomitant, ça va en même temps que le sport qui a l'air de devenir de moins en moins intéressant et divertissant surtout, et c'est ça qui fait que les fans étaient là. Et du coup, il y a pas mal de choses dont on peut parler sur, et je finis là, hein, mais sur le fait que maintenant les combattants beaucoup plus sont dans une démarche, et on le voit avec les Merab, avec Yann Gary, dans différents styles, des gens qui sont là pour gagner au round par round avec des stratégies qui font que tu gagnes, mais sans avoir l'intention de finir machin. Et il y a pas mal de choses à dire sur cette fin d'ère et qui vont être intéressantes, je pense. Page qui se tourne, fin d'une ère, c'est parti, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors, est-ce qu'on est véritablement dans une nouvelle période pour l'UFC, Rust, ou est-ce que finalement l'ère Conor McGregor, ça fait pas un moment finalement que c'est terminé déjà? Bah après, de toute façon, la fin d'une ère, ça vient pas comme ça du jour au lendemain comme un interrupteur, donc de toute C'était façon... hier, pile poil. À 14h, c'était la fin de l'ère McGregor. Et c'est pour ça que ça vient toujours progressivement. Et là, je pense vraiment que c'est la fin d'une ère, dans le sens où l'ère McGregor, en fait, c'est quoi? Parce que d'abord, il faut définir ce que c'était que l'ère McGregor. C'est... Et alors, qui est McGregor? Qui est Conor McGregor? Oui, finalement oui. Parce que ça part de quoi? Ça part d'un mec qui, lorsqu'il a 16 piges, fait des combats en Irlande, de combats de MMA dans un ring, où il est encore plein d'acné, etc. Il met un KO, il passe la tête entre les cordes, il fait... merde, qu'est-ce qu'il dit déjà? I'm the fucking future. Voilà, je suis le putain de futur. Ça commence comme ça commence sur un mec qui fait des photos où il a l'air complètement coqué avec Chuck Liddell à côté d'un UFC, machin. Et ça finit avec un mec qui est complètement coquet. Pour de vrai, comme quoi suivre ses rêves. Hein. Mais et en fait, ça finit comment? Ça finit avec un gars qui a révolutionné le sport en termes de... Ça a été un des premiers à réussir à transformer son image en des millions et des centaines de millions de dollars, à lier véritablement sport et business avec sa propre image, avec le Proper 12, avec ses programmes de sport, avec tout ce qu'il a vendu. Avant Reebok et tout ça, il y avait sa marque de fringues et tout ça. Un gars qui avait vraiment cette vision-là à grande échelle de lier les performances qui étaient des performances extrêmes, c'est-à-dire que ce qu'il fait à José Aldo, c'est pas pour rien que c'est rentré dans la légende en 13 secondes face à un mec qui était invaincu depuis 10 piges, faire des performances comme ce qu'il a fait contre Eddie Alvarez, faire des performances en termes de statistiques médiatiques de chaque interview, de chaque conférence de presse, de chaque tour autour du monde avec Khabib, avec José Aldo, etc. Il a fait entrer le MMA dans une sphère où le MMA, avec Conor, est rentré dans quelque chose. Même avant, avec les Brock Lesnar, avec les Ronda Rousey, etc., il n'avait pas atteint le MMA un tel degré de popularité autour du monde que lorsqu'il y a eu Conor McGregor. Et ça, c'est quelque chose qu'il a apporté que personne d'autre dans l'histoire de ce sport n'a fait à cette échelle. Il est même arrivé, je crois que c'était dans le top 5 ou des plus grosses fortunes Forbes dans une des années, il y a dans les 10 dernières années là, avec la vente de son whisky et puis les combats, les bourses qu'il gagnait en même temps à l'UFC. Et l'ère McGregor, c'est-à-dire
le succès de McGregor dans la cage parce qu'il était complètement obsédé par le MMA. Et c'était ça aussi qui était à la base de ses performances. Et cette vision en tant que businessman et en tant qu'il était tellement conscient de son image, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est quelque chose que énormément ensuite de combattants ont vu et ont essayé de reproduire avec plus ou moins de succès. Eh oui. Et c'est ça aussi. Pardon, j'avais un de plus à dire. Mais vraiment, et on en parlait avec Ben, donc qui nous accompagne pour de multi-projets, dont les savons Onaï, les gars, donc code là sur 10 évidemment pour les savons Made in France. Banger de chez Banger, n'hésitez pas, là on a des nouvelles références en plus. Parenthèse close, c'est que Ben disait quelque chose de très intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, si vous avez découvert, pour une fois, c'est vrai, si vous avez découvert le MMA ces dernières années, parce qu'en France, l'explosion, c'est plutôt 2019-2020 avec la normalisation du MMA, Cyril Gane également, mais Conor McGregor, il fallait vraiment être là pour se rendre compte à quel point il y a eu un avant-après. Et peut-être que vous n'avez pas connu ça, mais le 2015-2016, Conor McGregor, les gars, enfin, pour vous dire, c'est comme si, littéralement, tous les 3 mois, il y avait un Mayweather-Pacquiao. Mayweather-Pacquiao tous les 3 mois et chaque fois c'est encore plus gros et les performances sont encore plus dingues parce que ce que Rust a dit très justement c'est qu'il y avait des performances sportives de fou, mais même quand il perd par exemple contre Nate Diaz, tout le monde pète un câble et Nate Diaz devient une superstar. C'était vraiment un truc, le run de McGregor 2015-2016, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est ce qui a fait, malheureusement il n'y a toujours pas d'études en termes de chiffres là-dessus, mais en termes d'audience du MMA, le nombre de fans que l'UFC a réussi à convertir durant cette période-là, ça doit être tellement immense, mais tellement immense. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez découvert le MMA en 2020 où Conor n'était déjà, on va dire, plus que l'ombre de lui-même. Et donc aujourd'hui, vous êtes surtout sur Conor avec les problèmes extra sportifs. Mais tout ce qui fait que un Adesanya, un Ilia Topuria, tous les mecs d'aujourd'hui ont du succès, c'est parce que Conor McGregor, que ce soit dans le style sportif, dans le côté trash talking, il a vraiment réussi à apporter ça. Et même aussi, jusque dans le style vestimentaire avec les mecs qui portent, parce que Georges Saint-Pierre l'avait déjà, mais c'était plus costume cravate on va dire, de cadre d'une PME pour Georges Saint-Pierre, alors que Conor McGregor, il y avait le côté costard, mais c'est du sur-mesure, et puis il y a la Rolls-Royce qui est garée, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le fait qu'il ait apporté tout ça et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même tendance à se dire les Colby Covington, même les Ian Gary, enfin, il y a tellement de gens dont on voit qu'ils ont essayé de reproduire un petit peu cet éclair dans une bouteille, ou je sais plus comment on dit l'expression, et avec moins de succès forcément. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a cette impression-là que il y a eu ça. Il y a eu ça et pour vous dire, enfin vraiment en termes d'impact, peut-être pour vraiment mettre le dernier coup de marteau là sur le cercueil, mais c'est que en France, pour peut-être les gens qui suivent le MMA depuis 2-3 ans, c'est comme si à l'échelle mondiale, il y avait eu pour la France des Doumbé Baki tous les 3 mois, en termes d'impact culturel, en termes d'impact, en termes de stats, etc. Donc et vraiment c'était à ce niveau-là. Hein. Je me souviens, enfin je sais pas pour toi, mais quand il y avait les conférences autour du monde de Conor McGregor contre José Aldo, c'était quand je faisais une année au fin fond de l'Australie et même dans la bagnole, il y avait le portable pour regarder les embedded et pour regarder les trucs, tellement c'était immanquable où que tu sois. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que maintenant, il y a une vidéo qui a été faite très intéressante de Luke Thomas sur le problème avec les combattants modernes. Et c'est marrant que tout aille en même temps. Et il prenait l'exemple de Ian Gary, Luke Thomas, en disant il est très bon, Ian Gary, il est très fort. Et là, vraiment, on parle que du côté sportif, hein, purement sportif. Mais on sent qu'il a développé un jeu et un style purement, tu sais, presque scientifique pour gagner les échanges en ayant le moins de risques pris possible, gagner les rounds en ayant le moins de risques possible et en marquant le plus de points POINTS, gagner les combats de cette manière-là, et ce qui est paradoxal, parce que pour lui, il est à la shootbox, il est avec Diego Lima, on sait que la shootbox, c'est des fous furieux, mais Ian Gary, il est représentatif un petit peu, effectivement, de cette nouvelle école où c'est Dustin Poirier qui disait qu'il avait vraiment cette sensation que, tu sais, les vieux chiens, l'arrière-garde est en train de mourir avec la mentalité qui va avec. Et Luke Thomas disait avec Ian Gary, il est très fort partout, il est très stratégique, il est très réfléchi, il essaye d'apporter un peu de trucs à l'extérieur du combat avec le trash talk et tout ça, mais comme en fait on sent qu'il n'a pas l'intention de finir,
les combats, qu'il n'a pas l'intention de vraiment combattre pour construire et blesser de plus en plus son adversaire pour aller jusqu'à le finir, ou en tout cas créer des ouvertures pour mettre le coup de grâce, et qu'il est plutôt dans une stratégie, dans une optique de on va vraiment gagner le combat avant tout et limiter les risques. Et en gros, il était en mode on voit ça avec Merab Dvalishvili, on voit ça avec des gars aussi comme Movsar Evloev, on voit ça avec de plus en plus de combattants qui ont de plus en plus de succès au plus haut niveau, avec des Belal, etc., avec des gens qui ils font tout pour gagner. Ce sont des athlètes de très très haut niveau et de très haut standing. Ils étudient la vidéo tout jusque dans les moindres détails, etc. Mais c'est plus aussi intéressant qu'avant, c'est plus aussi divertissant, parce qu'il y a plus cette volonté de finir, et c'est pour ça que les fans sont là à la base, quoi. On est bien d'accord, et le seul qui se rapproche de Conor McGregor en termes de résultats sportifs, de trash talking, d'entrée, de tout ce qui l'accompagne, c'est Ilia Topuria, et c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce qui va se passer justement lors du combat, on l'espère, hein, qui fera annoncer, officialiser d'ici peu de temps contre Islam Makhachev. C'est qu'on peut vraiment avoir ce gars-là qui arrive à tout exploser, et qui en plus dans un pays qui est pas historiquement connu pour les pay-per-view, même si l'Irlande c'est plus un pays de sport de combat que l'Espagne, mais tu peux vraiment avoir cet avant-après là. Et si on a la même ascension d'Ilia Topuria, enfin toute proportion gardée, parce qu'il n'y a qu'un seul Conor McGregor, mais on pourra se dire, bon bah voilà, en fait, il faut montrer ses ambitions, tu exploses tous les mecs, et là, il se passe ce qui s'est passé avec Conor McGregor. Et là, Ilia Topuria peut être ce mec-là qui fait en sorte qu'on ravive un petit peu des choses dans un MMA qui est assez endormi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, sportivement, les gars, on ne peut pas les blâmer, les Movsar, les Merab, comme tu l'as dit, qui se battent avec leurs armes, et surtout qui arrivent à voir que, bon, en faisant ça, tu joues le truc tu joues la sécurité. Si en plus t'arrives à être dominant, au bout d'un moment, les gens vont forcément t'apprécier parce que de toute façon, ils n'ont soit plus d'autres choix ou, je dis n'importe quoi, mais un mec qui est invaincu pendant 5 piges à l'UFC, quelque part, ça devient une star par la force des choses. Mais et c'est là où le parallèle NBA, alors que moi j'y connais rien, enfin vraiment le spécialiste c'est toi, mais la vidéo que j'ai vue hier que je t'ai envoyée, du coup c'était sur ça. Et est-ce qu'il y a un parallèle, tu trouves, avec la NBA, il y a eu Michael Jordan, il y a eu l'ère Michael Jordan, où il a vraiment, il a complètement changé le game pour le coup, un peu à la manière de Conor pour le MMA, et que maintenant, on serait, alors ce qui est un fait par contre, c'est que les audiences, les ratings sur ESPN le disait, ils ont chuté de genre, je crois que c'est 50% sur les 5 ou 10 dernières années, je ne sais plus le chiffre, mais en tout cas ça a été assez impressionnant, même s'ils cartonnent sur les réseaux sociaux, qu'ils ont du succès international, mais les ratings américains ont chuté. Et dans cette vidéo, ce sont les stars de la NBA à l'époque, les Shaquille O'Neal, les LeBron et tout ça, qui disent en fait maintenant on est dans un NBA où tout le monde est là pour juste mettre le plus de points possible et que ce soit algorithmé pour gagner. Quelle est la meilleure stratégie pour prendre le moins de risques possible et que ce soit algorithmé pour mettre le plus de points? En fait, c'est que des 3 points tout le temps. Et en plus de ça, la ligue a fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de contacts, etc. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de rivalité, ce qui fait qu'on a un NBA qui est aseptisé, où tout est fait pour gagner, mais c'est plus divertissant, c'est plus intéressant. Et il n'y a plus vraiment de stars qui font bouger les choses, puisque LeBron, il est un peu plus classique dans sa manière d'être, un peu plus un athlète qui fait les choses bien et tout ça, qui est un peu plus lisse. Est-ce que tu trouves qu'on va un peu vers ce genre de choses inévitablement, et est-ce que le parallèle est judicieux? Ben oui, j'avais pas répondu à ça parce que j'étais d'accord avec cette vidéo jusqu'à il y a quelques mois, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle a été tournée, mais là en gros la NBA là, ils sont battus des records là pour la première fois depuis genre 20 piges et tout. Il y a jamais eu autant de monde qui a regardé le premier tour des playoffs, parce qu'en gros depuis qu'il y a eu le trade Doncic qui est arrivé aux Lakers. Et en gros là c'est vrai que ces dernières années ce qui se passait c'est que c'était vraiment comme tu le disais, hein, business as usual, les mecs font leur truc et puis basta, pas une parole plus haute que l'autre, et forcément ça fait chier tout le monde en gros. Et là, avec Doncic qui est arrivé aux Lakers, les gens ils sont un peu épais, même si les Lakers se sont fait sortir avec le mec Anthony Edwards là, qui remet un peu de trash talking aussi, et je pense que c'est ce que les gens aiment bien, c'est qu'il y a un peu du retour du réel. Tu sais, c'est le mec là, quand on a vu le trailer de
la vidéo Netflix où t'as l'introduction du gars où t'as LeBron James qui est posé et tout, et t'as le mec qui démarre sa bagnole et tu fais waouh, l'introduction du méchant elle est parfaite. Et ce gars-là, il est vraiment en train d'avoir un petit côté, de redonner un peu ce truc old school. Ouais. Exactement, lui il en a rien à foutre, il trash talk tout le monde, mais vraiment quand je dis il s'en bat les couilles. Il y a c'était quoi, match des Lakers ou je sais plus trop quelle équipe, il s'embrouille avec un supporter, il fait de toute façon je m'en fous, ma bite est plus grosse que la tienne. Enfin vraiment le gars il s'en bat les steaks, donc bref. Ok. Et donc tout ça pour dire que oui, non, globalement, quand t'es dans un truc comme ça qui est de plus en plus aseptisé, à part s'il y a des joueurs qui vont dans d'autres équipes, ou typiquement, par exemple à l'UFC, s'il y a Francis qui revient et tu te dis, ouah, t'as ce gros combat, c'est vrai qu'on va aller de plus en plus vers quelque chose où ça se ressent petit à petit, parce que les rares occasions où tu te dis, ouah, ça va exploser, comme aujourd'hui avec Doncic qui est aux Lakers, où si tu suis plus trop la NBA, que t'avais abandonné ça, tu te dis ah là ça peut être intéressant. Sinon c'est vrai que t'es dans un truc qui est tellement circuit fermé et puis trop d'événements aussi. Tu vois là ce qui se passait, parce que je repensais justement ce matin à la dite vidéo, c'est que, et c'est un peu ce qui se passe avec l'UFC où on en parle nous, bah quand t'as plus d'événements qui sont hyper gros, bah tu vas pas forcément regarder ça. Et la NBA aujourd'hui c'est 82 matchs de saison régulière, donc qu'est-ce qui fait que tu vas te dire je vais regarder ce match-là plutôt que l'autre match, parce que même les joueurs s'en battent les couilles. Ouais. Quand t'as 82 matchs, bon, bah tu vas te reposer, tu penses aux playoffs, et ce qui fait qu'aujourd'hui même la NBA est obligée de se dire il faut que les gars jouent, je crois, c'est un minimum de 60 ou 66 matchs, quelque chose comme ça, pour être éligible au trophée de fin de saison. Parce que ce qui se passait ces dernières années, c'est que les équipes elles se disaient bah en fait pourquoi est-ce que je vais faire jouer mon gars plus de 60 matchs au risque de se blesser, du coup il va être cramé pour les playoffs qui comptent vraiment. Sauf que je me mets le supporter qui a payé sa place 120 balles pour voir les Lakers et il a pas les LeBron James qui jouent, il a un peu le seum. Donc là la NBA a été obligée de mettre en place une règle où les gars sont obligés de jouer un minimum de matchs pour avoir leur trophée de fin d'année. Ouais, parce qu'en plus, ça fait écho à un autre truc, mais qui était inévitable avec cette ère Conor McGregor et le fait que ça fasse exploser le MMA au global, c'est que les prix sont devenus de plus en plus inatteignables pour les fans normaux, les fans qui ont une paye normale et qui roulent pas sur l'or pour se payer des billets à 200 balles lors des UFC Paris, etc. Et comme tout va ensemble, le fait qu'il y ait de moins en moins d'intérêt parce que sportivement on est sur des performances, en tout cas pour le MMA ça a l'air d'être la même chose pour le NBA, mais le MMA on commencerait conditionnel à avoir des performances qui se ressemblent de plus en plus, puisque tu sais la méta ça deviendrait plus intercepter ton adversaire, l'empêcher de développer son jeu, comme Ian Gary, comme les Merab Dvalishvili, etc., plus que vraiment toi-même développer ton style pour aller vers un finish, comme par exemple Topuria. Et donc, tu aurais un MMA qui serait de plus en plus uniformisé, avec des performances de moins en moins divertissantes, des personnalités qui seraient de moins en moins intéressantes aussi, des prix qui feraient que c'est de plus en plus inatteignable pour les fans. Et puis, en fin de chaîne, tu arrives forcément à un truc où, au global, les fans qui étaient là, pas de la première heure, mais qui étaient là lors de cette explosion, sont de moins en moins intéressés, surtout effectivement quand tu as moins en moins ce facteur humain là, avec le trash talk et les choses comme ça. Mais c'est vrai que pour vous dire, enfin, c'est Conor à l'époque de quand ESPN avait lancé son, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais parce que c'est vraiment une bonne illustration du truc, quand ils avaient lancé les pay-per-view, mais qu'il fallait désormais passer par le truc ESPN, et donc tu avais plusieurs merde, c'est pas des blocages à l'entrée, comment on appelle ça, tu sais là en marketing, oui, barrières à l'entrée. Des barrières à l'entrée, c'est ça. C'est que si tu veux avoir accès au produit, tu dois d'abord aller sur une page et payer un truc, puis ensuite sur une autre page et payer un truc, ce qui fait qu'ensuite, finalement, les gens qui sont suffisamment motivés pour avoir tout ça, pour accéder au combat, en fait, finalement, c'est peau de chagrin à la fin. Et l'UFC avait utilisé Conor McGregor tellement il savait que ses combats sont regardés pour lancer sa nouvelle plateforme des pay-per-view avec ESPN, avec Cowboy Cerrone. Et il avait tout explosé, ça a fait exploser les souscriptions, etc. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est pas toutes les statistiques vont en ce sens qu'il y a eu un avant-après Conor et qu'il dirigeait le sport au global, il fut un temps. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, se parler avec la NBA, parce que malgré tout, ça veut dire que, donc, ce qui a fait que c'est revenu et qu'il y a eu de l'engouement de nouveau, c'est qu'ils ont pris des mesures par rapport au fait que ça devenait un peu trop la même chose tout le temps. Il y a eu cette star-là, ce nouveau gars qui fait du trash talk qui est arrivé. Ils ont pris des mesures pour que les fans voient les gens, même sur les saisons régulières, etc.
Donc ça veut probablement dire que l'UFC à terme sera aussi obligé de prendre des mesures, puisque s'ils suivent cette route-là qu'ils ont maintenant, probablement qu'ils vont connaître le même déclin en fait, quoi. Bah, c'est ça. Et puis c'est surtout là qu'il y a eu ce fameux transfert, mais sinon c'est vrai que là ça ronronnait salement du côté de la NBA. Mais ouais, du côté de l'UFC, il y a aussi ce truc-là, je pense, qu'ils ne peuvent pas résoudre, c'est de récompenser un peu le panache, tu vois. Et quand je dis récompenser un peu le panache, c'est que c'est vrai que là aussi, toutes les fois où typiquement le Merab Sean O'Malley, tu vois, on aurait pu avoir une discussion différente si Sean O'Malley si Sean O'Malley s'était imposé, le Ankalaev contre Alex Pereira, si Alex Pereira s'était imposé. Et c'est vrai que les rares fois où on aurait pu avoir ces moments un peu à la Conor McGregor José Aldo, Conor McGregor Eddie Alvarez, Conor McGregor Chad Mendes, à chaque fois la raison, ce qui devait se passer, à savoir le lutteur qui s'impose, s'est imposé. Et donc que tout, enfin, en gros, et qu'on s'est pris des énormes stops à chaque fois qu'il y aurait pu avoir ces petits moments de brillance qui font qu'on se remet, enfin, qu'on est à nouveau hypé. Et donc, il y a peut-être ça aussi, tu vois, qui fait que le MMA et l'UFC ronronnent, et c'est, ouais, la prime au panache, ou en tout cas, ou peut-être que tout simplement on est un peu trop rêveur, mais tous ces moments-là qui font que, enfin, parce qu'en vrai, UFC Noche, t'imagines Sean O'Malley qui faceplante Merab, Sûr. le gars devient une superstar, monte de catégorie, et on a peut-être, on en parlait d'ailleurs il y a un an, le fameux Merab contre Ilia Topuria, tu vois. Ouais. Ah non, Merab, c'est pardon, sûr. Merab Ilia Topuria. Sean O'Malley, Ilia Topuria. Oui, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'il y a des trucs où, encore heureux que ça se soit passé comme il faut, genre l'UFC 300, s'il n'y a pas le KO de Max Holloway sur Justin Gaethje, c'est quand même pas la même chose non plus. Mais en fait, j'ai envie de dire, on y est presque déjà indirectement au fait que l'UFC récompense le panache, et c'est très indirect, hein, mais le fait qu'ils ne prennent plus, tu sais, de Russes ou mecs du Caucase lutteurs, en réalité, on s'en rend peut-être pas compte, mais il y a peut-être déjà moyen que on ait un MMA à deux vitesses où tu as des tueurs à gages là du côté de l'ACA ou de ces organisations-là qui peut-être mettraient des branlées à une grosse partie du top 15 dans les différentes divisions de l'UFC, mais l'UFC ne les prend pas parce qu'ils savent que justement c'est probablement ce qui se passerait, comme ce qui se passe là avec les Nurmagomedov, ou en tout cas la team, avec les Merab, avec Ankalaev, même si c'est pas vraiment la lutte qu'il a utilisée pour Pereira, mais c'était un peu l'idée. Et finalement, c'est un peu déjà le cas, tu vois. C'est-à-dire que l'UFC, indirectement, justement pour pallier à ce qu'ils voyaient venir de très très loin comme étant la fin du divertissement pour les foules occidentales, ont décidé de prendre les mesures en amont et de justement couper l'herbe sous le pied à tout ça. Et malgré ça, ça n'a pas suffi, puisque, on en parle assez souvent, il y a toute une flopée là de combattants au plus haut niveau et de champions qui donc ne sont plus aussi intéressants ni divertissants dans leur volonté de finir et dans leur style. Donc au moins ça c'est quelque chose que l'UFC a bien fait par rapport par exemple à la NBA qui avec son truc de 3 points qui font que les jeux sont maintenant chiants à mourir. Au moins l'UFC a quand même fait ça en amont. Ouais, à voir pour la suite, parce que c'est vraiment le truc du 3 points, pour moi, ça me paraît un peu inéluctable, et c'est un peu le 3 points NBA et la lutte en MMA, tu vois. C'est, tu découvres un truc où je peux pas me faire mettre KO et je peux gagner les combats en prenant moins de risques. T'as tort de t'en priver. Vas-y, non, c'est sûr. Et quand on dit la lutte, hein, c'est vraiment la lutte, tu sais, utilisée comme Yann Gary l'a fait là contre Carlos Prates ou Merab, c'est-à-dire que des menaces de lutte qui font que tu interceptes, que tu casses le ring de ton adversaire, que tu l'empêches de développer son jeu, mais sans même qu'il y ait ce côté lutte à la Islam Makhachev ou à la Khabib, où tu utilises véritablement ta lutte pour véritablement vouloir mettre le mec au sol et véritablement l'y finir. Donc ouais, c'est un peu la méta comme ça. Voilà, je pense qu'on a terminé sur ce podcast assez global, évidemment les gars, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des nouveaux phénomènes qui vont arriver, qui vont être mis en avant par l'UFC. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y a ce côté croisé des chemins. Forcément, le sport devient de plus en plus mature, et donc c'est vrai que là aussi, où à l'époque, on pouvait, les Conor McGregor, les John Jones, ce qui faisait aussi tout leur succès, c'est qu'ils étaient un peu incontrôlables. Et c'est vrai que forcément, quand t'as une entreprise qui grandit, qui est cotée en bourse désormais, t'es obligé d'avoir un truc un petit peu plus fiable, où tu te dis, bon, c'est vrai que les délits de fuite, les choses comme ça ajoute des choses qui font partie de la magie. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas quelque chose d'un peu plus normalisé, aseptisé? Bah ouais, en fait c'est ça, c'est objectivement, je sais pas ce que t'en penses, mais c'était tellement tout en même temps à une période où le MMA était encore en développement
honnêtement que factuellement, je ne pense pas qu'on puisse avoir un nouveau Conor McGregor. En réalité, tout ce qu'on aura à partir d'aujourd'hui, ce sera des gens qu'on comparera à Conor McGregor par leur degré de succès, peut-être par leur manière de faire les choses, parce qu'il suit un petit peu ce fil rouge, mais le sport étant devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire vraiment une superpuissance maintenant, l'UFC, et je dis l'UFC parce que c'est synonyme de MMA, qu'en réalité maintenant, tu pourras avoir un LeBron James, c'est-à-dire quelqu'un qui est un des mecs, un des trois GOAT, etc., un mec où tout le monde se dit c'est le boss, mais d'avoir un mec qui révolutionne les choses et qui crée une nouvelle ère, comme ce qu'a fait Conor McGregor, je pense que ça n'est plus possible de toute façon. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Bah, c'est exactement, enfin, toute proportion gardée, parce qu'on sait que sportivement, Conor n'a pas fait ça, mais Conor, c'est l'équivalent en marketing de Michael Jordan. Il n'y en aura plus après, quoi qu'il arrive, parce que c'est lui qui a permis au sport d'entrer dans une nouvelle dimension. Et quoi qu'il arrive par la suite, oui, il est dépassé sportivement, même si Michael Jordan, oui, vous connaissez son run en finale & co, mais c'est lui qui a fait entrer le sport dans une nouvelle dimension. Donc c'est très difficile en termes d'héritage de faire à la manière de ce qui s'était passé avec Mohamed Ali. En boxe, les gars. On a terminé? My Sweet Pea, My Protein, moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea, avec le code la sueur, ça ne bouge pas. Puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake et leurs nouvelles saveurs, oh là 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 là, dont une boisson énergisante, les gars. Code la sueur 5 pour votre premier commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye! I'm fucking coming for you!